Exceptionnel ce matin dans Culture Média. Philippe, c'est le ministre de la Culture, Franck Riester, qui est avec nous pour cette première heure. On va parler des suites du bras de fer entre Google, le géant américain, et les éditeurs de presse, c'est-à-dire les journaux papier qu'on a l'habitude d'acheter en kiosque ou de lire sur Internet, suivant les articles qui nous intéressent, après une recherche, parfois via Google. Justement, une directive européenne du 26 mars dernier exige que Google reverse des droits d'auteur aux journaux. Je passe sur le mécanisme qui est assez complexe, mais qui est là. Or, Google a déclaré la guerre en assurant qu'il n'était pas question de payer une licence pour la reprise d'un contenu, question de principe, et que si les journaux n'étaient pas d'accord, aucun problème, ils ne seraient désormais plus référencés sur Google. Et Franck Riester, vous avez déclaré à ce propos, la proposition de Google n'est pas acceptable. Au nom de quoi n'est-elle pas acceptable ? Elle n'est pas acceptable d'abord par principe, parce qu'il y a une loi qui dit que les fournisseurs d'accès et les hébergeurs doivent absolument financer, enfin que Google, pour être simple, doit absolument financer les contenus qu'il met à disposition du public à partir du moment où il gagne de l'argent dessus. Il n'y a pas de raison que Google gagne de l'argent à mettre à disposition du public des articles de presse et sans payer celles et ceux qui créent ces articles de presse, c'est-à-dire les éditeurs de presse et les journalistes. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un droit voisin au niveau européen. La France était moteur de ce point de vue-là. Et donc la France, en étant moteur, a permis que cette directive européenne, cette loi européenne soit votée. On est le premier pays qui a appliqué cette règle en transposant la directive européenne. Et donc il faut que les moteurs de recherche, Google, payent les articles de presse qu'ils mettent à disposition du public pour partager la valeur, et que ceux qui gagnent de l'argent, Google, en mettant ces contenus-là, partagent cet argent avec ceux qui créent les contenus. Je vais me faire leur argument. Leur argument est que quand on va sur Google News, là où on voit les articles de presse, il n'y a justement pas de publicité. Oui, mais vous savez très bien que d'abord, c'est pas tout à fait vrai, et puis d'autre part, on sait bien que Google met sa publicité dès l'arrivée sur le moteur de recherche. Et donc, on voit bien qu'il capte la valeur dès le départ. Et il capte la valeur en ne rémunérant pas ceux grâce à qui il attire des gens sur son moteur de recherche. S'il n'y a plus de contenu, il n'y a plus besoin d'aller rechercher sur Google des informations. Et troisièmement, c'est pas un contenu comme les autres, l'information. On est dans une société démocratique. Une société démocratique nécessite une presse libre et plurielle. Et pour cela, de plus en plus, les Français ont accès à cette information de presse de qualité via Internet et via les moteurs de recherche. Et donc c'est vital pour l'avenir de la presse qu'ils puissent avoir un modèle économique qui leur permette de continuer de produire des contenus de qualité, pour que les journalistes puissent continuer de faire leur travail avec professionnalisme. Et donc il est logique que ceux qui font de l'argent, beaucoup d'argent, en utilisant ces contenus-là, qui ont une valeur toute particulière de dimension démocratique, puissent partager cette valeur avec ceux qui les créent. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'honneur de recevoir Benoît Tabaca. J'ai l'honneur parce que les gens de Google parlent très très peu, voire jamais dans les médias. Directeur des relations institutionnelles de Google France, c'était la première fois que Google prenait la parole publiquement. On écoute les arguments de Benoît Tabaca. En matière de moteur recherche, nous, on a construit une confiance. L'utilisateur, lorsqu'il vient sur Google, il est sûr d'avoir des résultats pertinents, fiables, de qualité diverses, mais il est sûr d'avoir cette logique de dire on recherche les meilleurs résultats qui correspondent à leur recherche. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas d'échange financier. On n'a pas de transaction commerciale quand il va s'agir d'apparaître dans le moteur de recherche. On ne paye pas les gens pour apparaître et on ne leur donne pas d'argent parce qu'ils apparaissent. Réaction ? Ben c'est tout le problème, c'est qu'ils prennent l'argent en utilisant des contenus sans rémunérer ceux qui leur permettent de mettre ces contenus à disposition. Vous voyez, cette entreprise-là vous les avez vus à New York ? Je suis allé les voir à New York, je les ai reçus à Paris. Que vous ont-ils dit ? Où en êtes-vous de vos discussions ? Ils disent peut-être qu'on peut organiser demain des partenariats qui permettent de rémunérer en complément les éditeurs de presse, les journalistes, mais sur ce qui se passe aujourd'hui, niet. Et
ce n'est pas acceptable parce que, encore une fois, on a besoin que les éditeurs de presse, que les journalistes puissent être rémunérés pour les contenus qu'ils mettent à disposition sur les moteurs de recherche qui gagnent beaucoup d'argent grâce à ça. Je vais parler de radio ici sur Europe 1. Les grandes absentes de la réforme de l'audiovisuel sont les radios privées. Les principales radios privées françaises, les groupes RTL, Énergie, RMC, Europe, mais aussi Radio Nova et d'autres, ont relancé le Bureau de la radio. C'est une association qui avait été créée il y a une dizaine d'années. Association qui demande notamment l'assouplissement des quotas de chansons francophones imposés aux radios musicales. Avec cet argument, l'univers radio lui aussi a changé. De plus en plus de gens écoutent la musique sur les plateformes comme Deezer ou Spotify. Or, ces plateformes ne sont soumises à aucun quota. Que répondez-vous aux radios ? Que les quotas pour la musique francophone sont très pertinents, qu'ils ont des résultats, puisqu'on voit bien qu'il y a une émergence très importante de nouveaux artistes français. S'il y avait des résultats, ils ne seraient pas en train de protester. Non, mais en matière de musique... Ils s'accommoderaient des quotas. Non, en matière de musique, il y a des résultats très impressionnants. Oui. Et en revanche, ce qui n'est pas logique, c'est qu'il y ait une rupture d'égalité, d'équité entre les radios et les plateformes de streaming. Et donc, nous sommes en train de travailler à des dispositifs qui obligent les plateformes de streaming aussi à exposer mieux les contenus francophones. Comme ça, il n'y aura pas de rupture d'équité et de compétition. Autre sujet qui fâche les radios privées, l'autorisation faite à Radio France de diffuser de la pub à hauteur de 46 millions d'euros par an. Avant d'être ministre, Franck Riester, vous aviez dit à radio publique, financement public, à radio privée, financement privé. Oui, c'est toujours l'objectif à terme, mais il est clair que... Ah bah non, il y a 46 millions de publicités sur le service public de la radio. Laissez-moi finir, je vous dis l'objectif à terme, mais pour autant, aujourd'hui, il n'est pas question de modifier l'équilibre financier des entreprises audiovisuelles publiques. Je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas ouvrir la publicité après 20h, et je ne veux pas modifier les quotas de volume de publicité à la radio aujourd'hui. Radio France a dans son modèle économique des ressources publicitaires, et donc je ne souhaite pas qu'elles soient supprimées dans les années qui viennent. Donc vous contredisez ce que vous disiez quand vous étiez député? Non, je ne contredis absolument pas ça. Je dis simplement qu'à terme, quand les réformes, les transformations auront été opérées, là on propose une transformation importante de l'audiovisuel public. Aujourd'hui, il y a une partie de financement de publicitaire dans le modèle économique de la radio et de la télévision. Je ne veux pas casser ça. Pour autant, effectivement, je souhaite qu'il y ait une meilleure différenciation des contenus de l'audiovisuel public par rapport au privé. Et la logique de financement privé pour les médias privés et financement public pour les médias publics est une bonne logique, mais qui doit se faire à terme. Vous êtes ministre, Franck Riester, de la Culture et de la Communication. On n'a pas encore parlé de culture, vous restez avec nous. Oui, on continue à faire le tour de l'actualité culture et médias avec Franck Riester, le ministre de la Culture, dans un instant sur Europe 1. C'est Franck Riester, le ministre de la Culture, qui est encore avec nous pour quelques minutes, Philippe. Vous êtes ministre de la Culture en charge des monuments historiques et notamment la cathédrale Notre-Dame. En septembre, 5 mois après l'incendie de Notre-Dame, le prestigieux quotidien américain New York Times a publié une grosse enquête sur la contamination dans les environs de la cathédrale et la réponse apportée ou pas par les autorités officielles. Le journal écrit ceci: les niveaux de poussière de plomb près de la cathédrale sont jusqu'à 1300 fois supérieurs aux normes de sécurité françaises et plus loin, au total, ce sont plus de 6000 enfants de moins de 6 ans qui vivent dans un rayon de 800 mètres autour de la cathédrale. Les autorités se sont toujours voulues rassurantes et vous avec, monsieur le ministre, donc il y a quelqu'un qui ment, soit l'État, soit le New York Times. Oui, je pense que le New York Times a donné des informations qui n'étaient pas fondées, effectivement. Quand il parle des 1300 fois, c'est sur le parvis où effectivement il y avait des normes très largement dépassées. C'est pour ça que le parvis a été fermé, et est toujours d'ailleurs fermé, pour ne pas permettre qu'il soit accessible pour le grand public. Pour le reste, c'est l'agence régionale de... C'est le nuage de plomb auquel on pense. Voilà. Alors c'est l'agence régionale de santé qui est en charge de ces questions-là. Moi, je leur fais totalement confiance. Ils prennent des mesures régulières, à la fois sur un certain nombre de points de captation de ces mesures de plomb, de ces niveaux de plomb dans Paris. Il y a un certain nombre de personnes qui sont testées. Et aujourd'hui, les chiffres sont très rassurant en matière de présence de plomb lié à la cathédrale. D'ailleurs, en fin de compte, le plomb, il existe dans Paris, c'est vrai, mais pas simplement lié à la cathédrale, parce qu'il y a des canalisations, parce qu'il y a des peintures, et donc c'est suivi depuis des années.
par l'Agence régionale de santé. Moi, je fais confiance à cette administration qui est très exigeante en matière de santé publique. Et le chantier de reconstruction, où en est-il ? Alors, sur le chantier de reconstruction, on est toujours dans la phase de conservation, de sauvegarde de l'état de la cathédrale après l'incendie. Il reste à sécuriser encore la voûte, puisqu'il y a des déchets qui sont encore, des gravois qu'on appelle, qui sont au-dessus de la voûte. Et puis deuxièmement, il faut qu'on démonte l'ancien échafaudage qui était autour de la flèche et qui, avec la chaleur, s'est soudé. Et donc, c'est une opération très difficile. Ça va prendre plusieurs mois. On pourra dire que la cathédrale est sauvée dans son état juste après l'incendie que dans 4 à 6 mois. D'un mot... et ensuite, on pourra commencer la restauration. D'un mot chez Drame en Péril, vraiment d'un mot, l'orgue de Notre-Dame qui va passer l'hiver exposé aux intempéries. Vous allez le sortir de là, vous allez le sauver. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'orgue ? Oui, toutes les dispositions seront prises pour permettre à l'orgue de, bien sûr, être préservé. Il faudra ensuite le nettoyer, mais les opérations sont sous contrôle. Libération, ce matin, sort une affaire édifiante, une enquête sur 3 pages, le titre au ministère de la Culture, les entretiens pervers d'un haut fonctionnaire, je lis, pendant presque 10 ans, un ancien responsable des relations humaines de la rue de Valois, c'est votre ministère, a administré à des candidates des diurétiques avant de les isoler jusqu'à ce qu'elles urinent, pardon, pour les gens qui nous écoutent, qu'elles urinent devant lui. Il consignait ses expériences dans un fichier Excel, finalement attrapé pour avoir photographié les jambes d'une sous-préfète. Il a été mis en examen fin octobre. Vous-même, monsieur le ministre, quand avez-vous mis au courant de cette affaire ? J'ai été mis au courant il y a quelques mois et il avait été mis au pied d'ailleurs bien avant que j'arrive au ministère. C'est une affaire complètement folle d'un pervers. Je vais vous dire, ce qui est frappant, c'est pas seulement que c'est l'affaire d'un pervers. Je serais pas en train de vous en parler maintenant et Libé ferait pas 3 pages là-dessus. C'est qu'entre 2009 et 2018, plus de 200 femmes, selon la liste qu'il a lui-même rédigée, ont été photographiées ou intoxiquées aux diurétiques. Alors, au sein du ministère de la Culture, puis à la DRAC de la région Grand Est, la question c'est comment a-t-il pu faire autant de victimes sans jamais être découvert et sans que les langues ne se délient, alors que même dans les couloirs de la rue de Valois, dit Libé, on l'appelait le photographe. Oui, écoutez, je sais pas, je peux pas vous dire ce point-là. Quand j'ai appris évidemment la nouvelle, j'étais atterré. C'est absolument scandaleux. La justice va prendre les décisions qui s'imposent. Mais d'une façon plus large sur ce sujet-là, comme sur les violences sexuelles ou sexistes, le harcèlement, nous avons besoin collectivement de dire les choses et d'accompagner celles et ceux qui savent et qui n'osent pas parfois parce que c'est des sujets sensibles. Vous avez dit tout à l'heure, pardon à ceux qui nous écoutent, on voit bien que c'est des sujets sensibles. Et c'est parce que c'est des sujets sensibles aussi qu'il faut savoir dire les choses, prendre la parole, ne pas avoir peur de le dire et d'accompagner ceux qui ont courage de révéler ce genre d'affaires. Merci beaucoup Franck Riester, ministre de la Culture et de la Communication. Merci d'avoir choisi Europe 1 Merci à vous Philippe pour Vandel. vous exprimer.